pour reconnaître un drépanocytaire, il y a déjà les signes que présente la personne, qu'on appelle les signes cliniques. Et souvent, c'est une personne qui se plaint de douleurs osseuses, puisque la douleur osseuse est le principal signe de cette maladie. Donc, c'est une personne qui aura des douleurs osseuses de façon épisodique, c'est-à-dire que déclenchées par certaines circonstances. Et également, il y a d'autres signes, comme l'anémie, c'est-à-dire le manque du sang, et puis des infections qui sont souvent fréquentes chez le drépanocytaire. Bon, au-delà de ça, il y a d'autres signes qui sont plus ou moins constants. Ça peut être la coloration jaune des yeux, qu'on appelle ictère. Ça peut être un retard de croissance chez la personne, et ça peut être également d'autres malformations, notamment les bosses au niveau de la tête et le ventre qui est ballonné. Voilà, donc c'est des signes cliniques, c'est-à-dire des signes qu'on peut voir, des choses qu'on peut voir chez une personne et qui peut faire penser à la drépanocytose. Maintenant, pour être formel et pour dire de façon formelle, de façon avec assurance que la personne est drépanocytaire, il va falloir faire une analyse de sang. Et donc cette analyse de sang, c'est couramment ce qu'on appelle communément l'électrophorèse de l'hémoglobine. Il y a d'autres techniques, mais c'est ce qui est plus accessible, c'est ce qui est plus pratiqué. Et donc cette analyse va permettre de dire avec certitude que la personne porte les gènes ou bien porte les hémoglobines qui ne sont pas normales, c'est-à-dire l'hémoglobine S, puisque c'est la présence de l'hémoglobine S qui caractérise la drépanocytose. La drépanocytose n'est pas une maladie transmissible ni contagieuse. Et alors, c'est une maladie héréditaire. Une maladie héréditaire dans la mesure où on devient drépanocytaire lorsque ses parents ont le gène de cette maladie. Les deux parents, bien sûr. Ce n'est pas un parent seul qui transmet la maladie à son enfant, mais c'est une maladie héritée des deux parents. C'est lorsque les deux parents portent chacun une hémoglobine anormale, c'est-à-dire le gène d'une hémoglobine anormale, qui sont susceptibles de transmettre ce gène d'hémoglobine anormale à leur enfant. Et lorsque l'enfant reçoit lui seul un gène anormal du papa et un gène anormal de la maman, incluant bien sûr le gène S, le gène de l'hémoglobine S, puisque c'est lui qui caractérise la maladie, alors l'association de ces deux gènes anormaux, y compris l'hémoglobine S, va être à l'origine de ce qu'on appelle la drépanocytose forme majeure. On peut éviter cette maladie. Alors, la prévention passe par le choix de connaître son statut hémoglobinique, c'est-à-dire les gènes que l'on a au niveau de l'hémoglobine et les gènes qui synthétisent, qui vont favoriser, bien qui vont permettre la synthèse de l'hémoglobine. Lorsqu'on connaît ces gènes-là avant le mariage, ça permet d'éviter de se mettre en couple ou de se mettre en union avec quelqu'un qui a également des gènes d'hémoglobine et des gènes anormaux d'hémoglobine. Et c'est avec ce moyen qu'on peut éviter d'avoir des enfants qui souffrent de la drépanocytose. Donc c'est une maladie évitable. Donc, en termes clairs, c'est qu'avant le mariage, il faut forcément passer par le test. Oui, obligatoirement. Si on veut éviter d'avoir des enfants drépanocytaires, il faut obligatoirement se faire dépister vis-à-vis de la drépanocytose et choisir son conjoint en fonction de son résultat afin d'éviter cette maladie aux enfants. Donc c'est évitable. La guérison est possible, mais à quel prix? Et dans nos milieux, dans nos pays en voie de développement, il n'y a pas de possibilité de guérir de la drépanocytose, du moins pour le moment, dans nos pays. Et donc, on met l'accent sur la prévention. C'est ça qui est important, la prévention. On met l'accent sur la prévention. Parce que quand on parle de guérison de la drépanocytose, ça coûte extrêmement cher. Et les tentatives
de guérison également, la procédure, elle n'est pas simple. Et au cours de cette procédure-là, s'il y a des échecs thérapeutiques, le patient peut également laisser sa vie. Donc l'idéal dans la drépanocytose, c'est la prévention. Et maintenant, si par malheur on est déjà né drépanocytaire, c'est de faire le choix de se faire suivre par un médecin. Parce que quand on est drépanocytaire et qu'on est suivi, c'est à ce prix qu'on a une meilleure qualité de vie et on a également la chance d'avoir une espérance de vie un peu plus qui approche de la normale. Comme c'est une maladie évitable, c'est que chacun, surtout les jeunes, doivent faire le choix de connaître leur statut avant de se marier. Ça, c'est important. Sinon, si on se marie de façon hasardeuse et sans connaître son statut, on court vraiment le risque d'avoir des enfants malades. Et c'est ce qui arrive le plus souvent. Très souvent, les gens qui sont porteurs du gène de la maladie, de façon hétérozygote, c'est-à-dire ils n'ont qu'une seule copie, un seul gène qui est malade, et ces gens, ils sont sains. Ils ne présentent aucun symptôme de la drépanocytose. Maintenant, lorsqu'ils seront en couple avec quelqu'un qui également porte le gène de la maladie, ils risquent d'avoir un enfant malade. Et c'est ce qui arrive le plus souvent. On découvre son statut après avoir eu un enfant malade et c'est trop tard. Je pense qu'il faut inverser les choses. Il faut amener les gens à comprendre que on peut éviter cette maladie en faisant l'électrophorèse de l'hémoglobine avant le mariage. Donc ça, c'est important pour moi. Et la deuxième chose que je peux donner comme conseil, lorsque on est victime, on est déjà drépanocytaire, il faut obligatoirement se faire suivre, quel que soit le lieu où vous habitez. Il suffit d'aller voir un médecin, lui expliquer ce dont vous souffrez. Et ce médecin, il a la compétence de vous donner des conseils sur comment faire pour éviter les crises, pour éviter les complications de cette maladie. Et donc, c'est à ce prix que vous allez mieux vivre avec cette pathologie.